La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 4 août 2025. Ça s'appelle Trump 1, Powell 0 avec un point d'interrogation. Avec un moins 2,9% du côté du CAC 40 et un moins 2,2% pour le Nasdaq Composite, la séance de vendredi a laissé quelques traces. Mais les données sur l'emploi américain ont rebattu les cartes de la politique monétaire tout en provoquant un mini-bazar et une maxi-polémique. La baisse des taux américains que les investisseurs appellent de leur vœu sera-t-elle plus forte que le bazar douanier ambiant ? Eh bien, c'est la question de l'été. Lundi dernier, l'équipe Zone Bourse avait émis l'idée que les indices boursiers pourraient renouer avec la volatilité à la faveur d'une semaine riche en événements financiers, notamment des résultats d'entreprises à foison et plusieurs temps forts macro. Eh bien, il s'en est fallu de peu pour que cette prédiction soit totalement foireuse. Et heureusement pour l'honneur de l'équipe et malheureusement pour la valorisation de vos portefeuilles, la séance de vendredi a été marquée par de fortes variations. Elles ont abouti à un net recul hebdomadaire des indices, plus forte baisse hebdomadaire en 17 semaines pour le Stoxx Europe 600 et en 10 semaines pour le S&P 500 américain. Vendredi, ce sont notamment les indices riches en valeurs très cycliques qui ont le plus lourdement chuté, à l'image du CAC 40 français qui a donc perdu 2,9%. La correction a été d'autant plus violente que les amortisseurs naturels de l'année, comme les banques, ont aussi subi une sévère purge. Il n'y avait d'ailleurs presque aucune cachette, hormis la nouvelle star de la cote parisienne, Orange. Côté États-Unis, c'était pas beaucoup mieux, les indices ont ouvert et clôturé en forte baisse sans parvenir à rebondir en séance comme ils le font parfois. Bilan moins 1,6% pour le S&P 500 et moins 2,2% pour le Nasdaq Composite. L'élément déclencheur de ces prises de bénéfices appuyées est la publication de la liste quasiment définitive des droits de douane que les États-Unis vont appliquer aux autres pays à partir de vendredi prochain. Alors les lignes peuvent encore bouger d'ici là, mais la conclusion qui s'impose est que le commerce international de demain sera davantage taxé que celui d'hier. Alors c'est pas vraiment un scoop à ce niveau-là puisqu'on vous rabat les oreilles avec ça depuis des semaines, mais ce qui inquiète c'est que certains pays importants sur l'échiquier commercial sont frappés de droits de douane élevés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas conclu d'accord avec Washington. C'est le cas notamment du Canada, du Brésil, de l'Inde ou encore de la Suisse. En plus de ça, la relation sino-américaine n'est pas non plus scellée dans le marbre à ce stade. En parallèle, l'économie américaine commence à envoyer des signaux un petit peu confus. L'inflation donne des signes de reprise, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour l'abaissement des taux d'intérêt. Les indicateurs d'activité, ils sont plutôt instables et le marché du travail a envoyé un premier vrai signal de faiblesse, ce qui, à l'inverse, est un argument en faveur de l'assouplissement monétaire. Alors on va s'attarder un petit peu sur cette statistique de l'emploi aux États-Unis en juillet qui est tombée vendredi après-midi et qui a eu des conséquences bien plus dramatiques que prévu. Les créations d'emplois se sont révélées extrêmement décevantes en juillet, c'est un fait, elles le sont d'autant plus que les données des mois précédents ont été fortement révisées. Au final, une partie du narratif des dernières semaines sur la solidité du marché du travail est ainsi mise à mal et ça a contribué à maintenir Wall Street dans le rouge vendredi. Il faut quand même souligner que les révisions importantes ne sont pas rares parce que remonter et traiter les données est complexe, mais dans le contexte actuel, ce décalage est plus lourd de conséquences. Face à cette situation, Donald Trump a joué son meilleur rôle, il a viré la responsable du bureau des statistiques en l'accusant d'avoir truqué les chiffres. Cette décision a provoqué une levée de bouclier et une série d'avertissements sur le danger de la politisation des statistiques. La Maison-Blanche, pour sa part, a répondu que le problème de fiabilité des statistiques est ancien et problématique pour conduire l'économie, ce qui n'est pas faux non plus. Alors sans entrer dans le débat sur la qualité des données, on peut affirmer que cet épisode a fait sauter en partie l'un des arguments qui permettaient à la Fed de maintenir un biais attentiste. Et là, les investisseurs ne s'y sont pas vraiment trompés. La probabilité d'une baisse de taux en septembre est remontée à un petit peu plus de 80% sur l'outil FedWatch du CME et sur Polymarket. Après la décision de la Fed le 28 juillet dernier, je vous rappelle que ce pourcentage était brièvement passé sous 50%. Et là, je dois rappeler que le marché se souvient qu'en 2024, c'est un rebond du chômage qui avait conduit la Fed à réduire brutalement ses taux. On avait eu une double baisse de 50 points en septembre 2024, puis une simple baisse de 25 points en novembre, puis en décembre. Et ça, évidemment, c'est de nature à réactiver le concept « une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle ». En l'occurrence, une mauvaise nouvelle pour l'emploi est une bonne nouvelle pour la baisse des taux.
Les autres actus à connaître pour bien démarrer la semaine. L'OPEP+ va encore augmenter sa production en septembre, a priori 547 000 barils de plus par jour. Ça a contribué à faire reculer le prix du Brent sous les $70 au cours du week-end. La gouverneure de la Fed, Adriana Kugler, a annoncé de manière assez inattendue sa démission vendredi pour partir enseigner en université. Ce départ donne l'occasion à Donald Trump de renforcer le nombre de ses partisans au sein de l'institution en nommant un nouveau membre. Donald Trump encore a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires après des déclarations jugées provocatrices de l'ancien président russe Dmitry Medvedev. La bataille des postures continue donc entre les États-Unis et la Russie. L'annonce a quand même réveillé l'or au cours du week-end, l'or qui stagnait voire qui baissait depuis quelques semaines. Donald Trump toujours qui doit s'entretenir avec Mark Carney, le Premier ministre canadien, selon un responsable à Ottawa, le Canada qui est soumis à d'importantes surtaxes douanières faute d'accord avec les États-Unis. Sur l'agenda des sociétés, encore une intense activité cette semaine, hormis en France où le rythme se réduit nettement. On aura notamment les sociétés américaines Palantir, AMD, Walt Disney, Eli Lilly ou encore Costco, et les européennes comme BP, Siemens Energy, Commerzbank, Allianz, Rheinmetall ou encore Infineon. Côté macro, le feuilleton des droits de douane continue donc puisque les mesures annoncées la semaine dernière par l'administration Trump doivent entrer en vigueur vendredi prochain avec peut-être de nouveaux rebondissements à la clé d'ici là. La Banque d'Angleterre, pour sa part, doit se prononcer sur ses taux jeudi. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, la purge de vendredi en Europe et aux États-Unis n'a pas de graves conséquences sur les indices, hormis peut-être au Japon où on perd 1,4%. La Chine continentale, Hong Kong, la Corée du Sud et l'Inde sont en hausse. L'Australie perd un tout petit peu de terrain. Il faut dire que les indicateurs avancés occidentaux pointent vers un rebond à l'ouverture, sauf en Suisse où le marché était fermé vendredi, si bien qu'il n'a pas subi le contre-coup de la surtaxe douanière de 39% infligée par Washington à la Confédération. Dans l'actualité des sociétés, en France d'abord, Kering discuterait avec le Qatar pour lui céder un immeuble à Milan selon la presse italienne. BNP Paribas pour sa part se réjouit de sa grande résilience lors des tests de résistance de l'autorité bancaire européenne dont les résultats ont été annoncés vendredi soir. Bonduelle a confirmé son objectif annuel de rentabilité et Clariane a émis 100 millions d'euros d'obligations 2030 à 7,875%. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, on a Energy Group et Selectis. Dans le reste de l'Europe, la FCA britannique a proposé un mécanisme d'indemnisation pour les prêts auto potentiellement abusifs, estimé entre 9 et 18 milliards de livres. Ça implique notamment des établissements comme Lloyds Banking Group, Close Brothers, Barclays ou les filiales locales de Santander et de Bank of Ireland. BP devrait faire le point sur ses progrès en matière de réduction des coûts alors que le fonds spéculatif Elliott accentue la pression selon le FT. Prosus devrait obtenir l'accord de l'UE pour l'acquisition de Just Eat Takeaway selon des sources bien informées obtenues par Reuters. Mediobanca annonce que l'autorité italienne de la concurrence ne va pas mener d'enquête sur son offre de rachat de Banca Generali. UBS a soldé un vieux dossier subprimes aux USA pour 300 millions de dollars. PostNL annonce un bénéfice d'exploitation surprise pour le T2. Le fonds souverain de Singapour va prendre une participation de 25% dans la coentreprise espagnole haut débit de Mas Orange et Vodafone Espagne selon le FT. Et SIG Group annonce la nomination de Christine Herkens au poste de PDG par intérim après le départ de l'actuel PDG. En Amérique du Nord, Berkshire Hathaway a annoncé une dépréciation de 3,8 milliards de dollars sur sa position dans Kraft Heinz en marge de la publication de ses résultats trimestriels ce week-end. Amphenol est sur le point de conclure un accord de 10 milliards de dollars pour racheter la division connectivité haut débit et câble de Comscope selon le Wall Street Journal. Tesla va faire appel de sa condamnation à verser 243 millions de dollars en Floride après un décès impliquant son système de conduite autonome. Les employés syndiqués de Boeing à Saint-Louis ont rejeté la dernière offre et vont se mettre en grève lundi. Et Joby Aviation envisage un rachat de Blade, un opérateur de services de transport partagé par hélicoptère selon les infos de Bloomberg. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a Palantir, Mercado Libre, Vertex, Williams Companies, Axon, Simon Property, Oneok, IDEX, Diamondback, BioNTech ou encore On Semiconductor. Dans le reste du monde, Santos va fournir du gaz à Engie dans le cadre d'un contrat de 10 ans et BlueScope s'associe à Nippon Steel, JSW et POSCO pour racheter l'aciérie de Wihala. Sur l'agenda des publications en Asie, on a Mitsubishi UFJ, Fast Retailing, Mitsubishi Corporation, Lee Corporation et Ajinomoto. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.